Salut, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalea. J'espère que vous allez bien et je suis vraiment super contente de vous proposer cette vidéo puisque ça fait je sais même plus combien de temps que je vous en ai pas proposé. Aujourd'hui, je vais vous faire un tag. Et en fait, je pense que je n'ai aucune imagination puisque je l'ai vu sur la chaîne de Christelle Le Bailly et elle a proposé donc n'importe qui d'autre le fasse. Donc je me suis dit tiens, les questions sont vraiment intéressantes, je vais vous proposer ici. Mon petit disclaimer, comme je vous disais, j'ai eu sur la chaîne de Christelle Le Bailly, qui l'a vu sur la chaîne de Margot de Seine, qui l'a vu sur une chaîne américaine, je crois que c'est iWriterly ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous trouverez les chaînes de Christelle et de Margot là-dessous dans la description. Donc, sans s'étaler plus que ça, c'est parti pour le Author Origin Tag. Première question, backstory. Quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Quel âge avais-tu? Dans quel genre as-tu commencé à écrire? Je pense que j'avais une petite dizaine d'années et ça a correspondu à peu près au moment où je regardais Gargoyles. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un précédent tag. Donc c'était 95 je crois, 96. Donc c'est sorti en France. À ce moment-là, j'ai vraiment eu une envie irrépressible et d'écrire et de dessiner. Et mon premier roman, mes premières idées sont sorties un petit peu inspirées, très très fortement inspirées de ces dessins animés. Et je pense que je voulais vraiment, par cette écriture, vraiment prendre part à cet univers que j'adorais et que j'adulais. Donc c'était pas du tout une fanfiction puisque c'était vraiment inspiré de cet univers et de ce dessin animé. Il y avait absolument pas les personnages de Gargoyles, mais il y avait également une inspiration très forte puisque je pense que j'avais sans doute lu le bouquin juste avant de l'Histoire sans fin puisque ça a toujours été déjà un film que j'adore et un bouquin que j'adore aussi. Et je pense que voilà, j'ai un petit peu mélangé l'Histoire sans fin et Gargoyles pour donner ce premier roman, donc que je n'ai finalement jamais terminé. Et donc dans quel genre as-tu commencé à écrire? Bah comme je disais, c'était plutôt de l'imaginaire et clairement de la fantasy, peut-être du fantastique fantasy, oui, mais qui commençait en tout cas dans le royaume d'Écosse, même si dans mon esprit de préadolescente, c'était pas dans un endroit vraiment précis en Écosse, c'était vaguement en Écosse dans un château. Bref, voilà, c'était pas non plus beaucoup plus poussé que ça. Deuxième question, protagoniste. Comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts et muses ont évolué depuis? Alors, mon premier personnage principal était une princesse écossaise que j'ai appelée Gracie et je me souviens très très précisément à quel moment j'ai décidé et pourquoi j'ai décidé de l'appeler Gracie. C'était en voyant le générique de fin des Simpsons et je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en fait à la fin la maison de production s'appelle Gracie Films et je sais pas pourquoi à ce moment-là quand je cherchais donc un nom pour ce personnage féminin principal, je suis tombée sur ce nom-là et ça a été clairement celui-là et pas un autre. Et donc elle s'est toujours appelée Gracie. Et petite anecdote, Gracie avait un cheval que j'avais appelé Vegeta. Voilà. Donc comment mes goûts et mes muses ont évolué depuis, je pense que ça a vraiment intrinsèquement évolué avec le fait que moi-même j'ai grandi. Gracie, je l'ai de moins en moins senti, je pense, et de toute façon j'ai abandonné complètement ce roman depuis très longtemps. Et au fur et à mesure, donc, est venue ensuite Isabeau, qui est ensuite venue June. Isabeau et June sont le même personnage, mais pareil, Isabeau, en fait, à la base, c'était une jeune fille de notre époque qui était aussi projetée dans un monde imaginaire. Et Isabeau, pour moi, c'était évidemment inspiré du personnage Isabeau dans Lady Ho, qui est aussi un film que j'adore, qui s'est transformé en June, qui est aussi le prénom de quelqu'un que j'aimais beaucoup à l'époque. Bref, chaque personnage, en tout cas, chaque personnage principal est rattaché vraiment à un truc qui m'a vraiment marqué et qui au final s'est vraiment incorporé correctement à mon histoire. Il y a eu beaucoup de changements justement par rapport à ce personnage-là, June, et qui ont vraiment aussi correspondu au fait que je mûrissais, que je grandissais, que je devenais adulte. Peut-être qu'avec moi justement ce personnage-là est devenu adulte aussi et ma réflexion, ma vision d'elle devenait aussi un petit peu plus adulte. Troisième question, antagoniste. Quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu aies reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Alors, le pire conseil d'écriture ou commentaire que j'ai reçu, j'ai pas reçu de mauvais commentaires, sincèrement. Je pense au contraire. J'ai même eu les retours assez encourageants de mon prof de lettres de terminale de l'époque, qui avait lu donc mon premier roman et qui, je me souviens par contre, m'avait fait un commentaire qui m'a vraiment beaucoup touchée et qui m'avait dit que j'avais une écriture très cinématographique et qu'on
voyait ce que je décrivais et que ça c'était une grande force. Mais vraiment, le pire commentaire que j'ai reçu, je pense pas en avoir eu un. Pire conseil d'écriture, je ne sais pas si j'en ai eu vraiment. Je pense que en matière d'écriture, le truc c'est que malheureusement il faut expérimenter. Et il faut trouver ce qui nous convient à soi, et ce qui convient à d'autres ne nous convient pas forcément. Moi, ça a été plus des conseils d'écriture qui s'appliquaient à d'autres et qui marchaient chez eux, qui ne marchaient pas chez moi. Et par exemple, le coup des cartes Bristol pour travailler le plan et bouger les cartes Bristol comme ça sur une table, par exemple, pour moi, ça n'avait jamais fonctionné. En tout cas, au moment de la planification d'un roman. Mais voilà, au-delà de ça, je n'ai jamais vraiment reçu de pire conseil d'écriture. Et alors, mon premier échec ou ma première perte de confiance, c'est compliqué ça aussi. Premier échec, j'imagine que, je l'ai jamais vécu comme un échec, mais le fait d'avoir abandonné mon premier roman, ça s'est fait finalement naturellement et je n'ai jamais vu ça comme un échec puisque j'ai en fait très très vite embrayé sur autre chose. Donc c'était un petit peu un perdu de retrouver parce que de toute façon cette première histoire-là, ce premier roman-là, au final, j'avais beaucoup investi dedans parce que j'avais vraiment déjà beaucoup écrit, j'avais beaucoup dessiné les personnages à l'époque. Mais par contre, c'était vraiment au niveau de l'histoire, au niveau de la planification, au niveau de l'intrigue, que en fait ça fait pchit, puisque j'avais absolument rien à ce niveau-là. C'était juste histoire de dessiner, de créer des personnages, je pense, pour moi, et histoire de me perdre peut-être un petit peu dans le world building à la base, et puis en fait ne pas trouver de l'intérêt vraiment dans l'histoire en tant que telle. Je pense que ce serait pour moi peut-être le premier échec, et en fait c'est peut-être d'avoir laissé tomber. Pour moi c'est pas vraiment un échec parce que du coup ça m'a laissé la place pour entamer vraiment mon premier gros projet qui avait vraiment de l'importance pour moi plus que de faire un truc qui ressemble au dessin animé que j'adorais. Et ça a donné la place pour faire vraiment mon projet. Quelque part c'était un mal pour un bien. Quatrième question, superpower. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force? Exemple, les émotions, le fait de montrer plutôt que de raconter, le premier jet, la relecture, etc. C'est une question pas évidente non plus. Je pense que ma plus grande force dans l'écriture, c'est surtout de ne pas lâcher l'affaire, puisque comme je vous avais dit, mon premier roman, j'ai commencé à l'écrire au début des années 2000, et là je viens de le terminer en fait, et du coup voilà, quasiment passé 20 ans dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'auraient abandonné depuis très longtemps, et je pense que ma plus grande force là-dessus, ça a été de tenir bon, de tenir le cap, et de ne pas s'avouer vaincu. Je pense aussi que peut-être ma plus grande force, en tout cas dans ce que j'en ressens, de ce que je ressens, de ce qu'ont lu les autres, c'est peut-être la force de mes personnages, et aussi peut-être j'ai l'impression de m'envoyer des fleurs, le fait qu'ils soient, j'espère le fait qu'ils soient crédibles, et le fait qu'on se prenne d'empathie pour eux, et aussi peut-être comme je parlais justement juste avant le commentaire que m'avait fait mon prof de lettres de l'époque, voilà mon côté un peu cinématographique. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi mes descriptions étaient très jolies, très jolies, surtout qu'elles évoquaient en fait vraiment beaucoup, et que les gens vraiment prenaient beaucoup de plaisir à les lire et à s'imaginer ce que je racontais. Et ça, je pense que c'était mon plus beau commentaire, mon plus beau retour. Cinquième question, kryptonite. Quelle partie de l'écriture ou de processus d'écriture est ta plus grande faiblesse? Je pense que pour moi, c'est le piège du world building et de vouloir creuser toujours un peu plus profond, puisqu'on ne sait pas vraiment jusqu'à quel point on peut aller, à quel point on doit s'arrêter, parce qu'en fait, on pourrait faire du world building et du développement d'univers jusqu'à ne jamais commencer à écrire des romans, quoi. Je pense que ça a été peut-être un piège dans lequel j'ai pu tomber au début. En fait, au début, le piège dans lequel j'étais tombée, voilà, c'est d'essayer d'aller au maximum, de trouver des réponses à toutes les questions pour essayer de faire en sorte que l'univers soit le plus cohérent possible, mais aussi, en tout cas dans les premiers moments de l'écriture de ce roman, ça a été peut-être ma non-confiance en moi dans ce que j'écrivais, puisque je réécrivais constamment le premier chapitre ou les premiers chapitres de manière différente, ou essayer de toujours trouver un petit peu mieux, ce qui fait que on tournait en rond, et je pense que j'ai passé des mois et des mois et des mois à réécrire constamment le premier chapitre. Ça, je pense que c'est vraiment un tort qu'a beaucoup de premiers écrivains, justement, de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas se donner confiance en soi, et de se dire que si c'est pas parfait la première fois qu'on crache, que ce sera jamais parfait, et que ça vaut pas le coup de continuer. Et ça, je pense que ça, on en revient après, et ça a été un des plus gros apprentissages, je pense, c'est qu'il faut avancer, quitte à faire du caca, c'est pas grave, mais avancer et sortir ce qu'il y a à sortir. On retravaillera ça ensuite. Ça, je pense que c'était un des plus gros apprentissages. Sixième question, training montage. Quelle force ou
faiblesses ont évolué au fil des années? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? Une de mes plus grandes faiblesses, je pense, quand j'ai commencé à écrire, c'était de commencer à écrire sans vraiment avoir de plan vraiment défini, c'était assez vague, et il y avait toujours un moment où je me cognais contre la réalité et contre le fait que je ne savais pas où j'allais. Et au fur et à mesure, donc j'ai un petit peu planifié de meilleure façon le plan, en tout cas sur Versipelis, parce que je vais prendre ça comme exemple. Au fur et à mesure, donc où j'améliorais le plan, j'avais un truc un petit peu plus structuré. Mon problème à moi, mon gros problème, et qui m'a bloqué pendant très longtemps, c'est que j'avais tendance à écrire de manière chronologique, c'est-à-dire que voilà, je commence par le chapitre 1, puis ensuite je passe au chapitre 2, ensuite je passe au chapitre 3, etc. Et dès qu'on se confronte à une difficulté, à un problème qu'on n'arrive pas forcément à résoudre, on reste bloqué là et on n'arrive pas à se dire bon, j'arrive pas à continuer ce chapitre-là ou cette scène-là, c'est pas grave, je vais la mettre de côté, je vais passer au chapitre d'après. Ça, je n'ai réussi à le faire que très tard. Et encore, j'ai encore du mal à le faire, et c'est grâce au NaNoWriMo, d'ailleurs, je sais pas, il y a eu un déclic comme ça où j'ai vraiment réussi à le faire et je me suis dit mais en fait, t'es capable de le faire et ta maison va pas s'écrouler, quoi. Et ça a été vraiment un des plus gros apprentissages, mais je pense que ça a été aussi un de mes plus gros problèmes parce que ça m'a bloqué, mais littéralement pendant des années. Il y a une scène que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à sortir et à écrire. Comme j'étais bloquée là-dedans parce que je sentais, j'avais la sensation, la certitude que c'était un moment très très important dans mon roman, mais que je ne savais pas exactement ce que j'allais y mettre. Et j'étais un petit peu sous le poids justement de ces informations qu'il fallait que je mette, mais que je ne savais pas identifier. Et je me dis que si je loupe ce truc-là, je vais louper tout le reste et que en fait mon histoire va s'effondrer comme un château de cartes, ce qui fait que ça me paralysait et que je n'arrivais pas à avancer. Et ça m'a littéralement en fait bloqué pendant 3 ans. Donc je suis restée au même endroit, au même point pendant 3 ans jusqu'à réussir à finir cette espèce d'amas de trucs qu'il a fallu que je retravaille après. Je pense que ça a été mon plus gros problème, le fait de se sentir obligé d'écrire de manière chronologique dans le roman. Et même si je suis toujours un petit peu là-dedans, je continue à écrire comme ça de manière chronologique une fois que j'ai mon plan. Maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise par rapport à mon plan parce qu'il est aussi beaucoup plus détaillé que ce que je faisais jusqu'avant. Et que en fait je peaufine vraiment ma méthode et la façon dont moi je me sens à l'aise pour écrire mon histoire. Donc qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? Ben voilà, comme je vous disais, je pense que moi ma méthode ça a été de faire un plan beaucoup plus détaillé tout en me laissant de la place en fait pour improviser et pour essayer d'aller là où les personnages pourraient justement me surprendre, mais voilà, d'avoir une structure, mais d'avoir quelque chose de quand même d'assez organique et de pouvoir modifier sans forcément que ça fasse tomber tout le reste. Donc c'est un petit peu un équilibre précaire, mais pour l'instant ça a l'air de fonctionner. 7e question, weapon of choice. Quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours? Quel est ton préféré et pourquoi? Ah, c'est une très très bonne question. Les programmes que j'ai utilisés sont au nombre de 3 ou 4. Déjà Scrivener a changé complètement la donne pour moi. C'est, je pense, le logiciel qui m'a vraiment permis d'aller jusqu'au bout. Sans lui, je pense que j'aurais jamais terminé mon premier roman. Donc Scrivener, clairement. Il y a eu Google Doc pour pouvoir travailler vraiment de n'importe où. Il y a eu aussi Ion Timeline. Donc Scrivener et Ion Timeline, je vous ai déjà proposé des tutoriels, donc vous pouvez trouver sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc Ion Timeline est un petit logiciel qui permet de faire donc des chronologies. Et comme mon roman était quand même super dense et quand même assez complexe, j'avais commencé déjà à faire des chronologies sur papier et je me suis vite rendu compte que j'allais très très vite limiter par le matériel. Et Ion Timeline m'a vraiment permis justement de mettre à plat des chronologies qui jusqu'à maintenant n'étaient pas forcément très rigoureuses, je pense. J'avais déjà commencé à faire dans Excel un tableau d'événements pour justement mettre en ordre ces événements-là, mais vraiment Ion Timeline a poussé le truc vraiment à un level beaucoup plus loin. Et le dernier logiciel dont je voulais parler, c'est Antidote. Antidote qui a été un logiciel, donc qui est un logiciel d'aide orthographique, de grammaire, etc. et qui m'a vraiment, en tout cas dans la phase de relecture, m'a vraiment beaucoup aidé à traquer toutes les répétitions, notamment à traquer et à peaufiner mon style, je pense, et à vraiment l'améliorer. Et il m'a aussi vraiment énormément aidé à réduire le nombre de mots dans mon roman, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, qui m'a vraiment aidé en fait à
atteindre mon objectif qui était de baisser de au moins 10% de mots mon roman, ce que j'ai réussi à faire. Mais vraiment, ces 4-là, c'est un peu mon quatuor gagnant, donc Scrivener, Ion Timeline, Antidote et dans une moindre mesure, donc Google Doc. 8e question, Trusted Sidekick. Tous les Batman ont leur Robin. Quel est ton compagnon préféré pour câliner ou consommer durant l'écriture? Est-ce que cela a changé au fil des ans? Alors pour moi, ça a été au début du truc à bouffer, clairement. Les chocobons et le Galac Popri ont été vraiment les 2 trucs qui m'ont aidé à tenir le coup au début. Et puis au fur et à mesure, en fait, je me suis plus mise au thé. Et ça, c'est quelque chose où je me rends compte que j'ai de plus en plus bu du thé en écrivant, qu'il me fallait ma tasse de thé, clairement. Après, au niveau, compagnon préféré, mon chat est venu aussi. Mon chat est là, juste à côté, et il est toujours là, justement, en général, quand j'écris, en tout cas quand j'écris à la maison. Il n'est jamais très loin, mais ouais, je pense que voilà, au niveau boisson et au niveau alimentaire, je pense que voilà, c'est plutôt du chocolat clairement, et pour essayer d'être un petit peu plus sain, du thé. 9e question. Zero to Hero. Quand tu as commencé l'écriture, quel niveau de succès pensais-tu avoir? Est-ce que là où tu en es actuellement est sur la voie de cet objectif? Sinon, comment ton rêve a évolué au fil des ans? Alors, pour répondre à cette question, c'est un petit peu compliqué parce que je n'ai jamais vraiment pensé à ça en termes de succès. Je me voyais pas comme la nouvelle J.K. Rowling ou le nouveau best-seller, etc. Mon objectif numéro 1, c'était d'écrire des histoires, de créer des personnages et de les faire lire, avoir un lectorat. Ça n'a jamais été un tabou, quoi que ce soit, ou un truc, non, je vais écrire pour moi, machin, etc. Non, jamais. Puisque déjà, en fait, même mon premier roman, quand je l'ai écrit, je l'écrivais pas toute seule, puisque je l'écrivais en collaboration entre guillemets avec ma sœur, puisque ma sœur m'aidait à écrire quand moi je ne pouvais pas écrire, et elle a été là pendant que je créais mes personnages, pendant que j'écrivais, etc. Donc j'ai toujours eu une espèce d'alpha, une alpha lectrice. Et donc ça a été toujours ma première lectrice, donc jamais caché ce que je faisais, en tout cas à ma famille. Et ce qui fait que là pour l'instant, est-ce que je suis sur la voie du succès entre guillemets, en tout cas sur cet objectif-là d'être lu? Oui, je pense, puisque là mon premier roman, donc Versipellis, qui est en fait le 2e roman si vous suivez, là je suis en train de l'envoyer à des maisons d'édition, puisque j'ai vraiment envie que, en tout cas ce roman-là, passe par l'édition normale. À côté de ça, j'ai déjà été publiée, puisque j'ai publié une nouvelle en 2018, donc ça c'est déjà fait, même si voilà, c'est une petite maison d'édition qui est très très bien, et c'était ma première nouvelle dont je suis vraiment très fière, c'est une nouvelle que j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai déjà été publiée. Maintenant vraiment, en fait, ce que j'aimerais, c'est que des gens lisent le roman Versipellis, et surtout que je continue à écrire, parce que c'est quelque chose auquel je prends énormément de plaisir et que je sens au fond de moi que j'ai vraiment envie de continuer, à côté de dessiner, etc., parce que c'est aussi mon autre passion, mais je sens au fond de moi que j'ai envie de créer des personnages, j'ai envie de créer des univers, j'ai envie de créer des histoires, j'ai envie de faire plein de trucs justement à ces personnages, à ces personnes que je crée, et je pense que c'est vraiment le truc vraiment qui me motive en avant. Donc ouais, je pense que je suis sur cette ligne-là, clairement, et que on verra où ça nous mène. Question 10, Remember My Name. Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts? D'ailleurs, le nom de cette question, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, j'ai la chanson de Fame dans la tête. Remember my name, Fame. Bref, quels auteurs m'ont aidé à réaliser mon intérêt, ma passion pour l'écriture? Je pense qu'il y en a plein. Le premier, ça a été Greg Wiseman, donc qui a créé Gargoyles, comme je vous disais, et qui a vraiment nourri mon intérêt et ma passion pour l'écriture et le dessin, vraiment clairement. Et lui aussi a écrit des livres que j'ai lus par la suite, mais ça a été vraiment le premier créateur, au-delà de vraiment d'auteur, c'était vraiment le premier créateur qui m'a énormément inspiré. Il y a eu Henri Lovenbruck, clairement, qui m'a aussi beaucoup inspiré dans les premières années. Je pense que j'ai commencé à écrire à peu près au moment où j'ai découvert ces bouquins, mais celle qui m'a vraiment poussé en fait dans les livres que j'ai lus et qui m'a fait me dire putain, j'ai trop envie d'écrire. J'ai trop envie de devenir elle quand je serai plus grande. C'est Robin Hobb. En lisant l'Assassin Royal, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette autrice-là, et elle m'a vraiment poussé en avant. Je ne peux pas non plus ne pas citer Valérie Simon et Arkem, qui m'ont retourné le cerveau et qui aussi a été une énorme influence, et je pense qu'il est encore énormément d'influence par rapport à ce que j'écris,
Pierre Pevel, évidemment aussi, dans tout son côté panache et tout son côté humour aussi, et la façon dont il écrit vraiment avec ce côté à la fois populaire, vraiment dans le bon sens du terme en fait, et ce côté rebondissement, l'intrigue, les personnages, etc. Je pense que j'ai beaucoup appris j'espère, en tout cas de ces lectures, et je pense que c'est vraiment les principaux, Robin Hobb, Pierre Pevel, Henri Lovenbruck et Valérie Simon, eux en tout cas, et Greg Weisman, le premier, ont été vraiment les socles sur lesquels moi je me suis forgée. Alors pour parler des bouquins qui m'ont vraiment aidé à l'écriture et à travailler mon style, il y en a plusieurs dans ce truc-là, du coup je les ai sous la main, je vais vous les montrer. Il y a déjà ces 2 bouquins-là qui sont ressortis déjà chez Brajlon il y a quelques mois, quelques années. Ceux-là ils sont plus trouvables, mais en tout cas vous les retrouvez dans une nouvelle édition. C'est de Orson Scott Card, donc comment écrire de la fantasy, de la science-fiction. Et ici, personnages et point de vue. J'ai fait toute une vidéo qui est un petit peu vieille, mais j'ai fait toute une vidéo sur ces bouquins-là, donc vous pourrez aller voir. J'essaierai de vous mettre justement peut-être un lien par ici. Mais ceux-là m'ont vraiment beaucoup aidé. Je pense que ce sont les premiers bouquins sur l'écriture que j'ai acheté et que j'ai lu, vraiment que j'ai dévoré. Ensuite, il y a eu un eye-opener, le truc qui m'a vraiment fait et qui m'a fait exploser le cerveau, c'est celui-ci. C'est The Writer's Journey de Christopher Vogler. C'est en anglais, mais c'est une mine d'informations. Ça parle en fait du mythe initiatique, enfin du rite initiatique et des étapes en fait du monomythe. C'est basé sur les travaux de Joseph Campbell, mais voilà, donc c'est la structure du mythe pour les écrivains, et c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, en lisant ça, je me suis rendu compte que j'avais vraiment intégré certains mécanismes en fait de la narration sans forcément m'en rendre compte, et que en fait, il y avait des étapes que j'avais respectées sans m'en rendre compte, comme je disais dans mon roman. Donc ça, c'était vraiment un truc super intéressant. Et évidemment, l'anatomie du scénario de John Truby. Il y a toujours mes petits post-it là. Même si celui-là, ça fait vraiment très peu de temps que je l'ai lu, ça a été un révélateur aussi pour moi, qui m'a vraiment beaucoup aidé à réfléchir en amont en fait, et pas y aller forcément à l'instinct. Il y a toujours une part d'instinct quand on se lance comme ça dans l'écriture, mais avec quand même une part de réflexion et de vraiment réfléchir à ces thèmes, à comment est-ce qu'on fait les choses. Et ça, c'était vraiment excellent. Et juste purement au niveau du style, il y a ce bouquin-là. D'Olivier Luzetti, donc comment mieux écrire, raconter une histoire et réussir sa fantaisie. Et celle-ci était vraiment excellent. Ce bouquin était excellent, surtout notamment justement au niveau du style, parce que donc il y a pas mal de choses. Il y a même, je crois, une grille de lecture avec des critères, etc., des critères de typographie et tout. Mais ce que j'ai vraiment apprécié là-dedans, c'est que il y a en fait des extraits des premiers jets et des deuxième ou troisième jets de grands écrivains dans le genre Victor Hugo ou Balzac et tout ça, et en fait on se rend compte que je pense que ça aussi, ça a fait tomber un mythe qu'on nous apprend déjà dès l'école, où on a l'impression que tous ces grands auteurs ont pondu leur texte comme ça, et que ça a été directement de leur esprit, limite à la page imprimée finie, alors que non, alors qu'il y a eu des premiers jets, alors qu'il y a eu des ratés, alors que il y a eu tout un travail de réécriture dont on ne nous parle jamais, voilà, à l'école, et qui fait que je pense que ça peut donner beaucoup de frustration justement aux jeunes écrivains, parce que tout ça, ça forge en fait une espèce de fantasmagorie autour de l'acte d'écrire et d'être écrivain qui fausse complètement la donne, je trouve. Et en fait, de voir que justement il y a des premiers jets, de voir comment ces écrivains-là ont vraiment poussé leur écriture, où ils ont vraiment eux aussi lutté pour essayer de sortir la formule juste et d'essayer de préciser leurs pensées en réduisant notamment leur nombre de mots, etc. Vraiment, j'ai trouvé ça aussi très libérateur. Donc voilà, c'est aussi un bouquin que je conseille, notamment pour le style. 11e question, Marvel versus DC. La comparaison est dangereuse. Comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien ? Un conseil pour surmonter cela. La comparaison est très dure en effet. Moi en l'occurrence justement, par exemple mon premier roman, j'ai mis 20 ans à l'écrire. Et 20 ans c'est long, 20 ans c'est beaucoup. Surtout quand on veut un jour peut-être espérer, je dis pas vivre de sa plume, mais en tout cas faire ça de manière plus régulière. Et ben on se dit que vraiment écrire un livre en 20 ans c'est beaucoup trop long, c'est pas sérieux, les autres ils arrivent à en pondre un tous les ans, comment est-ce qu'ils font? Je suis vraiment une merde de devoir prendre autant d'années, etc. à le faire. Oui peut-être, mais je pense que à côté de ça, moi personnellement j'ai été tellement poussée par cette espèce d'envie, mais vraiment ça vient des tripes quoi, genre j'avais envie
de d'écrire cette histoire-là, de mettre sur papier l'histoire de mes personnages et qu'il fallait que je le fasse. C'est-à-dire c'était quelque chose comme si c'était un ordre implicite et qu'il fallait que ce soit fait, que c'était dans l'ordre des choses en fait, que ça m'a poussé justement et que à la limite que ce soit écrit en 20 ans, on s'en fout. Le principal c'est que ce soit fait, que ce soit fini entre guillemets, que ça se soit sorti. Et que en fait là par exemple ma réécriture a nécessité 3 ans et bah bon par rapport à quasiment plus d'une dizaine d'années d'écriture du premier jet, bah finalement c'est pas grand chose et je suis sûre que le prochain roman, j'en ai déjà la preuve, le prochain roman s'écrit beaucoup plus vite, il sortira plus vite. Et celui d'après sortira peut-être aussi beaucoup plus vite, mais chaque chose en son temps, chaque écrivain est différent, chaque histoire est différente, chaque roman est différent, et je pense que j'arrive à relativiser à ce niveau-là. Mon histoire est mon histoire, c'est pas celle des autres, et c'est à la limite ça qui est peut-être le plus important, c'est que elle ressemblera pas à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre, parce que c'est la mienne tout simplement, et je pense que c'est ça qui fait que voilà chaque auteur va proposer des choses différentes, et c'est pas grave, et tant mieux, et chacun va trouver sa place, et voilà. 12e question, the obligatory love interest. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire? En repensant à mes premiers projets, j'ai toujours eu envie d'écrire de la fantasy, etc. Clairement, enfin en tout cas du genre de l'imaginaire, clairement je pense que ce sera vraiment mes genres de prédilection dans lesquels je m'épanouirai. Là où en fait j'aimerais bien un jour écrire un roman et je ne sais pas trop comment je vais le faire, ni sous quelle forme je vais le faire, etc. En fait c'est de la romance. J'aimerais bien écrire de la romance sans forcément que ce soit un roman de romance un peu traditionnel, parce que j'ai beaucoup de mal avec la romance contemporaine, puisque je la trouve assez fade et en même temps assez addictive. Faut pas se leurrer. Alors peut-être que c'est une présomption de ma part, mais j'ai toujours l'impression que c'est un genre qui est vraiment enchâssé dans ses clichés et dans ce qu'on attend de lui en fait. Contrairement, on pourrait dire exactement la même chose en fait de la fantasy, on a vraiment l'impression que c'est une littérature de clichés, et pareil qu'on sortira jamais de ces clichés là, alors que je vois très bien dans la fantasy que le monde est tellement vaste et le niveau des possibilités est tellement vaste que vraiment dire que c'est un monde de clichés, alors ça l'est aussi un petit peu, mais c'est beaucoup plus que ça, et je me dis que la romance c'est sans doute peut-être un petit peu pareil. Et par exemple pendant un atelier d'écriture, j'ai pondu en fait un roman de romance, c'est bizarre à dire, c'est un roman de romance, c'est un petit peu redondant. Et en fait, c'était tellement naturel, c'est sorti vraiment comme ça, et je me dis peut-être qu'un jour je l'écrirai, j'en sais rien celui-ci, parce qu'il faudra que je le sorte de ma tête peut-être, mais enfin, c'est un genre dans lequel j'aimerais bien mettre les pieds, et en même temps, j'ai très très peur de me retrouver vraiment emprisonnée dans de ce qu'on attend, justement à ce que ce soit une histoire de romance. Et d'être obligé d'aller dans une direction alors que moi je voudrais pas forcément aller dans cette direction là. Bref, on verra. Donc peut-être que voilà, de la romance, pourquoi pas. En tout cas on verra bien, peut-être que de la romance il y en aura un jour, je ne sais pas, on verra. 13e question, Archimedes. Quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même, ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire et détruisent ta confiance? Je pense que les excuses les plus courantes que tout le monde peut avoir, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'écrire, parce que j'ai toujours en fait mieux à faire. Alors des fois c'est un petit peu compliqué quand on a un emploi du temps chargé, et encore j'ai pas d'enfant, donc je peux très bien imaginer la quadrature du cercle que ça doit être quand justement on veut faire des choses comme ça quand on a un enfant, surtout en bas âge. C'est ce qui m'effraie d'ailleurs si un jour j'ai un gamin, mais je pense que voilà, quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément comme ça de responsabilité et tout ça, bon, on a peut-être un travail etc., mais en fait on a plein de temps dont on se rend pas forcément compte, ou qu'on met comme ça, on préfère chiller, on préfère rester sur des réseaux sociaux, on préfère faire des vidéos sur YouTube, voilà, plutôt que d'écrire. Je me suis rendu compte qu'il y a des moments où je me suis dit là il faut que j'écrive, transformer le il faut que j'écrive en j'ai besoin d'écrire. Et je pense que voilà, c'est un shift de paradigme qui est super important, et qui fait que justement dans un cas on va trouver tous les autres trucs, il faut faire les courses, il faut faire une lessive, il faut passer la tondeuse, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ah bah là je vais me bloquer 1 heure pour écrire, tant pis si je sais pas moi, s'il neige dehors, là je vais me lever un petit peu plus tôt, ou alors là je vais pas, tant pis, c'est pas grave si la panière à linge déborde, je ferai ma lessive plus tard.
Parce que d'un seul coup, en fait, l'écriture devient quelque chose qui est prioritaire pour son bien-être à soi, et donc on va lui trouver en fait du temps parce que on en a besoin. Alors que de l'autre côté, quand on dit je dois écrire, bah c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'on nous impose, donc du coup qu'il faut rentrer dans des cases où il y a pas la place. Notre relation à l'écriture est différente, et ça, je pense que c'est vraiment un processus qui peut prendre beaucoup de temps selon les gens, et qui en fait au fur et à mesure, quand on commence à prendre justement l'habitude d'écrire, ça devient un moment vraiment privilégié qu'on va mettre de côté pour rien au monde, et ça, je pense que c'est le plus important. 14e question, superhero name. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un? Et sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai prénom? Ah, c'est pas évident, parce que c'est une question que je me suis posée. En fait, un nom de plume, pour l'écriture, je n'en ai pas, mais pour le dessin, oui. Puisque, en fait, mon nom d'artiste sur Internet, c'est Kodaleya, et je me voyais pas, en fait, à l'écriture, écrire sous le nom de Kodaleya, parce que je sais pas, c'était pas logique. Mon nom d'écrivain, c'est mon nom civil, et par contre mon nom d'artiste dessinatrice, là je sais pas, ça se prête plus, parce que peut-être que ce nom-là est né en fait avec ma présence sur Internet, et que du coup ma présence sur Internet a été liée à mon apprentissage du dessin, etc., et que les deux sont intrinsèquement liés. Par exemple, là où je me suis posé la question, c'est quand j'ai sorti mon premier manga l'année dernière chez Kurosume. On m'a demandé en fait sous quel nom je voulais apparaître sur la couverture, et je me suis vraiment longtemps posé la question, est-ce que je le fais sous mon nom ou est-ce que je le fais sous Kodaleya? Et finalement, j'ai décidé de le faire sous Kodaleya, justement parce que je voulais différencier mon activité d'écriture et mon activité de dessin, comme si c'était deux choses différentes. Après, ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, on verra. Si je continue à écrire, si je reste dans le genre de la fantasy, ou en tout cas de la SFFF, de l'imaginaire, je pense que je resterai avec mon nom et mon prénom. Par contre, si éventuellement, je sais pas, moi j'ai une autre carrière d'écrivain, je sais pas moi, dans de la romance ou des trucs vraiment beaucoup plus spécifiques, et qui est peut-être un petit peu loin, ou dans le polar, ou j'en sais rien, des thrillers ésotériques, ou je sais pas, et qui sont peut-être loin justement de mon image d'écrivaine de littérature de l'imaginaire. Peut-être que là la question se posera, mais pour l'instant, pour moi, la différence est vraiment plus entre le dessin et l'écriture. C'est là où j'ai choisi des noms différents. Et 15e question, Avengers Assemblée, tag tes auteurs préférés pour qu'ils le fassent sur leur propre chaîne. Et vous, tant que vous y êtes, si ça vous intéresse de faire ce tag, je vous en prie, allez-y, considérez-vous comme tagué, n'hésitez pas à le faire, et pourquoi pas, n'hésitez pas non plus à m'envoyer ou à me prévenir sur les réseaux sociaux que vous l'aurez fait, j'irai voir votre vidéo avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vois mon réflexe qui commence à clignoter rouge, il est temps que je m'arrête, il n'y a plus de pile. Bref, j'espère que ça vous aura plu, et peut-être que si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, lancez-vous, c'est très marrant à faire. Voilà, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes séances d'écriture, n'oubliez pas d'écrire si vous avez envie de le faire, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Thank you.